pour commencer, je pense que c'est difficile de parler cyberpunk sans parler très certainement du film qui est le plus connu du grand public, à savoir Blade Runner, le premier du nom. Alors, Blade Runner, en quelques mots, c'est un film qui est sorti en salle donc en 1982, pour être précis. Euh, il a fait un gros flop, malheureusement, mais il a trouvé une deuxième jeunesse, voire vraiment un statut absolument culte par la suite. Donc, c'est un film de Ridley Scott, avec évidemment Harrison Ford dans le rôle principal. C'est un film absolument bouleversant au niveau visuel, à tel point que, d'ailleurs, même paradoxalement, c'est un film qui pourtant n'a pas inventé le cyberpunk, mais lui a donné son esthétique. Alors, pour la petite histoire, ce film sorti en 82 est sorti 2 ans avant Neuromancer de William Gibson, qui est censé être le grand roman révélateur du genre dans les années 80. Et pourtant, Gibson parlait pas forcément de toutes ces mégacités, de ces environnements saturés de néon et autres. Mais c'est vraiment Blade Runner qui nous a donné cette esthétique-là, en tout cas presque a posteriori. Voilà, donc c'est petite intro rapide. Julien, je te laisse nous faire l'article dessus. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais on va se concentrer sur l'essentiel. La première chose, comme tu le fais remarquer, c'est que c'est un paradoxe. On considère que Blade Runner est une œuvre cyberpunk, alors qu'en fait, il précède le cyberpunk. Et pas qu'un peu, puisque si le film, lui, arrive en 82, l'œuvre est antérieure de plusieurs années. Ça, c'est le premier point qui est intéressant. Le deuxième point intéressant, c'est que même si on a tendance à vouloir faire poser sur les épaules de Gibson l'acte d'enfantement du cyberpunk, c'est effectivement son point de départ, mais il y a des prémices dans la littérature de science-fiction, et il n'y aurait pas une Neuromancer sans une certaine quantité d'auteurs et de penseurs qui se sont penchés sur les rapports de l'être humain à la machine et son rapport à l'immortalité. Donc, ce qui est intéressant avec cette œuvre, c'est que si elle précède le cyberpunk, elle en pose certains jalons fondamentaux et pas uniquement sur le plan esthétique. Et ça, c'est capital. La solitude de l'homme face à une ville hostile qui n'est pas faite pour lui, mais dans laquelle il est contraint à vivre, ça, c'est Blade Runner. La détestation de soi et continuer parce qu'on n'a pas le choix, c'est Blade Runner. La quête de l'humanité retrouvée, c'est Blade Runner. Et tout ce qui fait la force de cette œuvre, en fait, c'est qu'on touche en fait au point de résistance inflexible qui se trouve chez certains êtres humains. Et évidemment, l'esthétique de la cité sert ce but sur le plan symbolique. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Faut qu'on parle de Ridley Scott. Il faut qu'on parle de ses engueulades avec Harrison Ford. Il y a pas une seule personne qui était d'accord avec l'autre sur le tournage. L'équipe, les acteurs et le metteur en scène avaient tous leur point de vue. C'est ce qui fait que le film est fantastique. Parce que précisément, c'est un accouchement sous tension, pourrait-on dire. Un peu comme si la sage-femme était en train de se friter avec l'obstétricien, pendant que la pauvre femme enceinte allongée sur le dos est en train de se demander ce qui se passe. Donc, À euh, l'image, quoi. Ok. euh, et je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus en préambule, en fait. Ce qui serait intéressant, c'est de se concentrer un peu sur la personnalité de Philip K. Dick, ou très exactement Philip Kindred Dick, sans doute un des auteurs de science-fiction les plus prolifiques que l'Amérique ait connu, et sans doute un des moins bien compris. Je l'ai pas dit en introduction parce que je savais que tu allais donc aller là-dedans, mais il faut savoir que Philippe Kedic, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, est l'auteur qui nous a pondu la nouvelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, d'où est tirée cette adaptation qui a été assez, comment dire, assez à la one again de la nouvelle, donc Blade Runner derrière. Voilà, et je te laisse reprendre la main sur Philippe Kedic. Alors, le plus grand dommage, en fait, c'est qu'il n'a jamais vu le film terminé. Bon, Exact. ça l'aurait pas surpris qu'il fasse un four au cinéma, très honnêtement, puisque son public cœur, il a mis du temps en fait à convaincre les Américains de le lire. Il a produit nouvelle après nouvelle, roman après roman, et malheureusement, aux États-Unis, ça a pris énormément de temps pour qu'il se fasse une réputation. Par contre, ses traductions en français, les gens se sont arrachés comme des petits pains. La France était un de ses centres de vente, si on peut dire, un très bon public. Il y a deux ou trois choses à dire sur Philippe Dick. Premièrement, c'est un homme tourmenté, vraiment. Deuxièmement, je pense que c'était le type le plus drogué des États-Unis. Pas en termes de volume, mais en termes de variété.
Il a tout essayé. À une époque, quand il se passait quelque chose d'étrange et qu'on trouvait un type dans un état second dans les rues de San Francisco, la police allait voir Monsieur Dick pour savoir ce qu'il avait encore trafiqué. Il a publié des romans où, pendant 5 pages, le protagoniste fait la liste de toutes les molécules psychoactives qu'il connaît et leurs effets sur la conscience ainsi que leurs effets secondaires. Et ça, en fait, c'est parce que simplement, Philippe Dick avait une connaissance encyclopédique des stupéfiants. Il a tout pris parce que son cœur de sujet, c'était l'altération de la conscience et la transformation du monde en fonction de notre état mental. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'il étudie la même chose que moi, sauf que lui, il a pris des drogues, et moi, je m'efforce de comprendre la façon dont les êtres humains réagissent face à l'univers. Je vous rassure, je ne me shoote pas, même si parfois on peut avoir des doutes. Euh, mais Dick est vraiment un auteur stupéfiant à cause de ça. Il a des idées merveilleuses. Il a, par exemple, imaginé les MMORPG longtemps à l'avance. Les Murder Party, on en trouve un exemple, par exemple, euh, dans son roman, alors je l'ai en français, Au bout du labyrinthe, qui est une espèce d'imbrication d'illusions que subit un personnage. Et à l'intérieur, il est question de meurtre. Dans les pantins cosmiques, il nous fait un MOBA géant où deux entités surnaturelles utilisent des habitants de la cité, des animaux, des insectes, pour se battre l'un l'autre et restaurer l'équilibre cosmique. Il y a vraiment en fait une variété de styles, de genres, de registres chez Philippe Dick qui est vraiment intéressante. Et c'est une des raisons pour lesquelles Hollywood a adapté ses romans à tour de bras. Minority Report, c'est de lui. Il me semble que L'échelle de Jacob, c'est aussi de lui. Je ne serais pas en état de vous faire de tête comme ça une liste complète de ces adaptations, mais Wikipédia fait ça très très bien si ça vous intéresse. Alors, Euh, il y en a un qu'on peut quand même citer, hein, c'est Total Recall, Évidemment, oui. avec notre ami Schwarzy, quand même, Oui, et Sharon Stone accessoirement aussi. tout à fait. Et ce qui est surprenant, c'est que pour un film avec Schwarzenegger, c'est pas trop un massacre. Exact. Mm. Donc en effet, très prolifique et fortement adapté. Absolument, Tout à ouais. fait. Mm, mm. Donc, on comprend mieux en fait que pourquoi Blade Runner a raté le coche, parce que j'ai dit qu'en fait ça peut pas bien se terminer. C'est pas possible. Parce que l'être humain est en lutte contre la réalité dans ses romans. Et forcément, Blade Runner n'échappe pas à la règle. Alors, ils ont essayé en 82, parce que le public test a très mal réagi, euh, de coller une happy end avec des bouts de films récupérés ailleurs et Descartes et cette ciné qui s'enfuit vers un horizon prometteur. Ça tient pas trop la route. Voilà. Alors, on va parler de l'adaptation. Je pense qu'il est nécessaire d'en parler parce que il y a des contradictions à l'intérieur qui sont plutôt intéressantes. La première contradiction, c'est celle qui a animé pas mal de disputes sur le plateau de tournage entre Harrison Ford et Ridley Scott. Alors, quelques mots sur Ridley Scott. Ridley Scott, c'est un cinéaste qui est capable du meilleur comme du pire. Bon, il sait tenir une caméra. Il sait ce que c'est que la colorimétrie, il sait ce que c'est que la photographie, il n'y a aucun reproche à lui faire là-dessus. Ses films sont toujours visuellement réussis. D'aucuns pourraient dire qu'il a mal vieilli, mais c'est une appréciation que je leur laisse. Lorsqu'il tourne Blade Runner, il a derrière lui Les Duellistes, un des meilleurs films d'antagonisme réalisés à ce jour, et je recommande chaudement de le regarder, et évidemment Alien. Et au début, Dick n'est pas très en confiance parce que il est persuadé que pour Ridley Scott, un film de science-fiction, c'est un film avec un monstre dans l'espace. Et lui, ça l'intéresse pas. Voilà, pas du tout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'humain confronté à la technologie. Qu'est-ce que ça lui fait? Des affaires de monstres qui tuent des gens dans un vaisseau spatial, c'est pas pour lui. Euh, il est convaincu quand même, et ça finit par se faire. Et le deuxième obstacle arrive ensuite. Ridley Scott est un cinéaste britannique. Il s'adresse à des équipes hollywoodiennes et le courant ne passe pas du tout. Il y a des grèves. Une véritable fronde, parce que Ridley Scott entend être obéi au doigt et à l'œil, et son équipe, elle, lui explique que elle sait faire, elle n'a pas besoin de ses ordres, et elle va faire ce qui lui plaît. Bon, vous avez peut-être raison, parce que le résultat est quand même pas mal du tout. Et enfin, la confrontation avec Harrison Ford. Harrison Ford qui a décidé que Descartes était un être humain, et qui le joue comme un être humain d'un bout à l'autre. Et Ridley Scott, qui n'a pas compris le sujet de Dick, s'efforce d'en faire un répliquant. C'est une des raisons pour lesquelles le premier film ne fonctionne pas. Il faut assumer une posture dans un film pareil. Alors pour Ridley Scott, Descartes est un répliquant. Voilà, il l'a dit à de nombreuses reprises. Euh, pour Harrison Ford, c'est un être humain. Et Harrison Ford nous explique qu'il ne peut pas être autre chose qu'un être humain, parce que sinon, c'est juste une histoire de réplicants qui font des choses entre eux, pendant que des êtres humains observent sur le banc de touche. Et cette histoire n'est pas intéressante. Je suis plutôt d'accord avec Harrison Ford. Alors, je peux être amené à défendre ce point de vue. Je défendrai les armes à la main.
si nécessaire. Je vous attends en précaré entre quatre témoins, il n'y a pas de souci. Euh, alors, pourquoi ça n'a pas de sens si ce n'est pas un être humain? Parce que Descartes est fonctionnellement inhumain. C'est un meurtrier sur commande. Et c'est pas lui qui décide de qui il va tuer, parce que à ce moment-là, ce sera un rapport intime avec la victime, il y aurait un processus propre. Non, c'est un chien de traque. On lui dit, tu vas tuer ces êtres-là. Ils sont pas humains, c'est pas grave. Tout va bien se passer. Il déteste son travail et il le fait quand même parce qu'il en a besoin. Et on entre là, en fait, dans le premier complexe qu'on va retrouver dans le cyberpunk, se retrouver à faire des choses par besoin et non par envie. Parce qu'en fait, l'envie, c'est devenu l'apanage d'une petite caste de possédants, de chefs, et que tous les autres doivent subir pour que ces personnes-là puissent exercer la pleine puissance de leur volonté. Ce qui est intéressant d'ailleurs là-dessus, c'est tu peux mettre ça un petit peu en exergue et en parallèle avec la structure de la ville, à Oui, savoir que tu vas avoir cette caste dirigeante que tu vas trouver en haut de la tour de la pyramide Tyrell, en haut des méga buildings ou ailleurs, hein, et le reste de la population qui patauge dans la dégueulasserie, dans la neige pourrie, dans la pluie non-stop, les ordures, etc., etc., et les brouillards toxiques ou que sais-je. Bref, donc dans le climat dégueulasse de la Terre à ce moment-là en 2019. tout à Donc tu as fait, une belle allégorie de ça, quoi. tout à fait. Alors, pour autant, Blade Runner, parce qu'on crevons l'abcès tout de suite, n'est pas un film marxiste. Il ne vous parle pas de la lutte des classes. Ça ne l'intéresse pas, et d'ailleurs, Dick n'est pas un marxiste. On aurait pu le croire parce que c'est un intellectuel américain très en vue. En réalité, si on devait qualifier Dick, je pense qu'il se rapproche beaucoup de l'universalisme républicain français, dans le sens où en fait il cherche quelque chose qui va se retrouver défini chez tous les êtres humains. Après, c'est un peu tiré par les cheveux, et évidemment, j'interprète ça d'après un filtre de perception qui m'est propre. Mais la hiérarchie est là, en fait, pour illustrer les difficultés de la population et le fait, en fait, qu'on se trouve piégé dans des rapports de pouvoir. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Qui détient le pouvoir et qui ne le détient pas. Dans le film, on vous explique, parce qu'il faut parler des réplicants un petit peu, que les réplicants sont là pour faire les métiers trop dangereux pour les êtres humains. On les envoie dans les colonies spatiales, ce sont des soldats, on trouve des prostituées, enfin bref. Tout un tas d'activités pour lesquelles on ne peut pas risquer la peau d'un être humain. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film, on vous montre qu'effectivement, la plupart des êtres humains vivent dans un état de misère et d'oppression pour quasi totale. Donc, qu'est-ce que ça doit être pour les réplicants? Ah bah ils ont un statut d'esclave, ni plus ni moins. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Descartes doit tuer des gens qui sont en fait plus mal lotis que lui, et j'emploie gens tout simplement parce qu'ils en ont l'air et ils ont les mêmes sentiments. Et c'est ça que montre le film en fait. Le film nous donne une exposition dès le départ. Les réplicants ne sont pas des êtres humains, on peut en faire ce qu'on veut, ils sont dangereux, ce sont des meurtriers. Fort bien. Et effectivement, les premières choses que l'on voit, ce sont des êtres sans foi ni loi qui tuent gratuitement. Ce qui n'est pas le propre de l'humain. Il faut qu'il ait normalement une raison pour tuer. Cette raison peut être absurde, absconce, voire complètement folle, mais il y a au moins quelque chose qui va le pousser à tuer. Là, non, c'est complètement gratuit. Mais au fur et à mesure que le film se déroule, on se rend compte que, en fait, les meurtres gratuits qu'on a montrés au début étaient totalement hors contexte. La bande de réplicants qu'on nous montre, elle est partie dans une entreprise de vengeance. Elle est complètement engagée là-dedans. Et elle pratique une forme de terreur parce qu'elle veut obtenir ce qu'elle recherche, à savoir plus de vie. Et là, c'est un trait humain. C'est la pulsion vitale. On veut plus de vie. On dépense des milliards chaque année en traitements médicaux pour allonger l'espérance de vie de l'humanité. Personne ne veut mourir à 25 ans. Sachant que leur durée de vie aux réplicants, c'est 4 ans, 4 en ans, tout à l'occurrence. fait. Ensuite, on nous montre qu'ils aiment, qu'ils ont peur, qu'ils ont du chagrin. Ça fait beaucoup d'émotions humaines pour des êtres qui sont en fait des robots biologiques. Quelque chose cloche dans la machinerie. Et Descartes s'en rend compte. Mais il continue quand même. Et c'est là en fait qu'on se rend compte que Descartes, qui semble être un être humain un peu blasé, bah, son humanité, on la cherche en fait. Et la personne qui va lui rendre, c'est Rachel. Exactement, Rachel, j'allais y venir, ouais. voilà. Rachel, est plus humaine qu'humaine. Ce qui est amusant, c'est que c'est le slogan de la Tyrell Corp, me semble-t-il. C'est, oui, Euh, Plus humaine qu'humaine. Alors moi, j'ai un rapport un peu particulier avec Rachel. J'ai découvert avec Blade Runner, ce qui était un film, un vrai. Parce que jusqu'à présent, je ne m'étais pas vraiment intéressé à la cinématographie, et c'était une porte d'entrée vraiment passionnante. Donc à 14 ans, 13 ou 14 ans, on regarde Blade Runner dans son salon sur une vidéocassette, on prend une claque, et quand Rachel déboule à l'écran, ça fait un choc. Parce que des images de féminité faciles dans les années 80-90, il y en avait des tonnes.
Mais tomber sur Rachel, c'est une espèce de pari artistique et féminin qui est quand même très paradoxal. Elle est extrêmement froide, distante, droite comme un fer de lance, et pourtant l'actrice réussit à lui faire exuder de la sensibilité et de la compassion et une espèce de tempérament fragile à la fleur de peau qui fait que ça prend tout de suite. Ça ne peut pas être une réplicante, c'est forcément un être humain. Et quand on apprend, même pas 3 minutes plus tard, que Et c'est c'en est juste une un. réplicante très bien fabriquée, là on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce film et que les choses ne sont pas telles qu'on nous les montre. Et à partir de Exact. là, c'est parti. Il n'y a plus grand-chose d'autre à dire sur le film en lui-même. On a le complexe. Descartes est un être humain ravagé qui a abandonné son humanité pour pouvoir vivre. Les réplicants sont des machines qui trouvent l'humanité en cours de chemin et qui, au fur et à mesure du film, se révèlent de plus en plus humains. Et c'est Rachel qui va en fait rendre à Descartes son humanité parce qu'il finalement il refuse de la tuer alors qu'on lui en donne l'ordre. Et à partir de là, il est perdu. On ne va pas lui pardonner. Il a quitté sa fonction. C'est ça. Et dans une société où l'être humain est réduit à sa fonction, rejeter la fonction, c'est rejeter la société. Donc, bah, que dire de plus? Ça se termine comme ça doit se terminer, par un transfert. On se rend compte qu'en fait, le plus humain des deux, c'était le réplicant, c'est Roy Batty. Et la seule chose qui lui reste à l'instant de sa mort, il a tout perdu, ses amis, ses vêtements, sa dignité, sa vie. Et tout ce qui lui reste, ce sont ses souvenirs. Et il accomplit l'acte le plus humain qu'on puisse accomplir. Transmettre ses souvenirs à un autre afin de ne pas mourir complètement. Je dirais même, il fait ça après l'avoir épargné. Tout à fait. Effectivement. Ce qui est, euh, ce qui est encore, en effet, quelque chose de profondément humain. Le pardon, Absolument. épargner un ennemi qui veut ta peau, en effet, et comme tu dis, avant de lui faire un transfert de connaissances, ce qui est de facto aussi une des choses les plus humaines qu'on puisse faire. Mm. Donc, que dire de plus à ce stade? Le film est là. On n'a pas besoin d'une fin. On n'a pas besoin de le voir partir avec Rachel au loin. Parce que de toute façon, même s'ils partent au loin, qu'est-ce qui les attend? Un monde ravagé et des gens qui veulent leur peau. Donc, ça va forcément mal se passer. Et je pense que c'est un des éléments que Denis Villeneuve a bien compris dans Blade Runner 2049. Mm. Il tue Rachel rapidement et Descartes est forcé de se cacher tout le reste de sa vie. Tout est Exact. logique. Mm, On mm. peut le regretter, oui, c'est dommage. Ça aurait été une belle histoire, un joli happy end, mais souvenons-nous que les œuvres les plus puissantes sont souvent des tragédies. Ou en tout cas des fins douces amères. Exact. Voilà. Tout à fait. Euh, j'ai pas grand-chose à ajouter sur le film en lui-même. On pourrait discuter de son histoire, de ce qu'il amène en termes de propositions, mais on est là pour étudier son apport au genre cyberpunk ou plutôt son rôle fondateur. Alors, moi, tiens, j'aurais une chose que j'aborderais volontiers, c'est les influences visuelles. Oh Parce oh. que tu vois, comme je l'ai dit en intro, c'est un film qui, alors même que la mouvance cyberpunk était à peine naissante, qui a donné véritablement ce style visuel et qu'on retrouve absolument partout. Je veux dire, tu prends même un Ghost in the Shell, par exemple, côté japonais, tu as des Oui, éléments clairement de la ville de Los Angeles, tu vois, dedans. Alors, ce qui m'intéresse, moi, au niveau des influences, j'avais fait deux, trois recherches. Ben, bien évidemment, tu vas avoir Metropolis de Fritz Lang. oui, Tu vas aussi avoir du Citizen Kane dans tout ce oui, qui est contraste, faisceau lumineux. Tu as bien sûr l'énorme influence du film noir américain. Et ce qu'on entend par film noir, c'est, pour ceux qui connaîtraient pas le terme, c'est l'équivalent des films de détectives, des détectives privés. Donc oui, ça, on le retrouve dans ces tons très sombres, même dans le design du personnage de Descartes, par exemple, avec le manteau, le trench coat. On va le retrouver évidemment aussi. Alors je parle de visuel, mais là je fais une tangente sur la musique, avec la musique de Vangelis, qui donc va nous mettre du saxophone à un moment. Ce qui est typiquement aussi l'instrument qui est donc utilisé pour pour les films de détectives. Donc il y en a beaucoup d'autres, hein. On a du Raymond Chandler, du Philippe Marlowe, mais voilà, je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Toi, t'as d'autres idées là-dessus, sur les non, t'as influences? dit à peu près tout. Évidemment, il faut pas négliger les apports de Métal Hurlant, la revue française. Exact, oui, Donc Giraud et compagnie, qui ont tous eu un rôle très déterminant dans la renaissance de la science-fiction classique à Hollywood, en France, en Grande-Bretagne. Euh, non, là où on peut appuyer un petit peu, c'est sur le travail de futurisme de Sid Mead, un designer plutôt connu qui a exact. travaillé sur de nombreux films. Il me semble, j'ai encore une fois pas de certitude, mais qu'il a travaillé sur Alien, qu'il a fait une bonne partie du design du Nostromo. Et Sid Mead est quelqu'un en fait qui s'est efforcé de donner un air fonctionnel à tout ce que l'on pouvait croiser. C'est pour ça que les effets pratiques ont été préférés à des jeux de lumière. D'un autre côté, les reflets que l'on voit dans la pupille des personnages
qui permet de douter en fait du fait qu'il soit humain à longueur de temps, ont été faits par un simple jeu de projecteur. Exact. Donc, on est vraiment sur du cinéma qui joue avec l'image et qui joue avec des questions de perspective et de praticité des décors, plus que sur des jeux de tableaux ou sur des peintures. On utilisait beaucoup le matte painting encore à cette époque. Euh, il y en a, évidemment, notamment sur les vues d'ensemble. Mais il y a aussi des maquettes qui sont grandes comme un homme qui sortent bâtiment. Le tout rétroéclairé, s'il vous plaît. Faut voir les Exact. images du making-of qui sont édifiantes à ce sujet-là. On se rend compte qu'il y a un travail de décor absolument titanesque. Et c'est ça qui donne de la présence à la ville, parce qu'en fait, on est dedans. C'est pas une La image ville, projetée, c'est... Ouais. en vrai, la ville est littéralement un personnage à part Oui, entière. Ce que un l'on témoin retrouve indifférent et froid, exact et qui, en plus, va participer à l'écrasement de la population qui vit dedans. par sa hauteur. Ce qui est aussi d'ailleurs une belle allégorie du genre cyberpunk tel qu'il va évoluer par la suite. Et c'est ce qu'on se raconte dans les articles qu'on a publiés ensemble, toi et moi. C'est véritablement le cyberpunk est un genre dans lequel le système sociétal dans lequel les personnages et les populations évoluent, c'est un système qui n'a d'autre but que d'écraser ces populations, fondamentalement. Donc, quel que soit le prisme par lequel on prenne la chose, hein, que ce soit au niveau politique, au niveau sociétal, au niveau économique, tout ce que tu voudras, la réalité, c'est cet écrasement, il est là. Et il commence, ne serait-ce que visuellement, justement. Il commence, et c'est ce que tu retrouves, par exemple, aussi dans Cyberpunk 2077, typiquement. Oui. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu vas retrouver cette signature-là dans de nombreuses œuvres. Alors, on la retrouve pas dans Snow Crash. Snow Crash se projette ailleurs. Il a sa propre identité. On le retrouve un peu dans le sprawl de Neuromancer, mais il s'agit d'une méga ville qui fait l'échelle de la côte est des États-Unis. Donc, on est passé à un autre niveau là encore. On va le retrouver de façon déterminante dans deux jeux de rôle, Shadowrun et Cyberpunk. Là, on y est à fond. Ah, je te Euh, rajouterais Judge Dredd aussi dans le style oui, tout à Mégacité. fait. À pas oublier, Tout à parce que Judge fait. Dredd, quand même. Judge Dredd, c'est Ouais, très intéressant, souvent maltraité au cinéma. Celui qui a été tourné avec Karl Urban est à mon avis parfait, faut rien absolument. changer. Absolument. J'ai très très peur de du prochain. Je fais pas confiance à Waititi pour traiter sérieusement un truc aussi sérieux que du cyberpunk, même s'il est satirique. J'ai même pas Euh, envie d'y penser. J'ai déjà mal. J'ai ah, déjà mal à mon Waititi. C'est euh, pas possible. écoute, on laisse une chance au produit, comme on dit, mais j'y crois pas trop. Mm. Euh, Excuse-moi, du coup, je... oui, je t'ai interrompu. Non, mais il n'y a pas de mal. On était sur les jeux de rôle, en effet, sur Tout Shadowrun à et fait. Cyberpunk. Ce qui Ce qui fera est d'ailleurs l'objet d'un intéressant, autre épisode. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le créateur original du jeu de rôle Cyberpunk le dit lui-même en fait dans une interview. À la base, ce qui l'intéressait, c'était la sensation de solitude et d'écrasement qu'on pouvait ressentir dans une ville seule la nuit. On parle de Et je Mike pense Pondsmith, hein. qu'il touche, oui, Michael Mm. Smith, il touche quelque chose d'intéressant parce que c'est une sensation qu'on a peut-être tous ressentie à un moment, en tout cas tous ceux qui se sont retrouvés isolés dans une grande ville inconnue. Ça m'est arrivé lorsque jeune homme, j'ai trouvé ma liberté et je marchais dans les rues de Bordeaux, du côté du quartier Mériadec, complètement écrasé par cette architecture gothamienne invraisemblable. Je l'ai ressenti à Tokyo en marchant seul dans Shinjuku, au milieu d'une horde d'inconnus. Et c'est vrai que c'est pas une sensation très agréable. C'est intéressant parce que ça me rappelle quelque chose que je dis dans le métavers, dans mes bouquins, à savoir que j'ai jamais été aussi entouré de monde et je me suis jamais senti aussi seul. Oui, c'est pas très Exactement. agréable comme Mm. sensation parce que si on se sent seul, entouré de monde, on a très vite fait de trouver des visages ennemis, même peut-être se les imaginer, surtout se les imaginer au cœur de la foule. Euh, on se demande souvent pourquoi les sociétés occidentales sont malades en ce moment, et je prends ça au sens le plus strict du terme. Les Français sont abonnés à la cocaïne et aux anxiolytiques. Euh, Peut-être que c'est simplement parce que on nous demande de vivre avec trop de monde à la fois et que c'est pas gérable pour des êtres qui ont évolué dans des groupes de chasseurs-cueilleurs l'essentiel de leur existence. Je veux dire, en termes évolutifs, on n'est pas câblé pour endurer une foule pareille. On est câblé pour vivre au milieu de 50 personnes. Et c'est d'ailleurs bien ce qui rend ces thématiques visuelles aussi cauchemardesques et aussi frappantes. Ces barres d'immeubles à n'en plus finir, ces méga buildings d'1 kilomètre de haut, ces sections de centre-ville, downtown, comme on dit aux US, qui sont absolument énormes. Tu le vois dans Akira, tu le vois dans Ghost in the Shell, tu le vois partout. En fait, dans toutes ces thématiques, tu retrouves systématiquement la même chose. Et en effet, ça t'écrase. C'est fascinant, mais c'est écrasant. Exactement, Oui, ouais. Mm. c'est une mer de possibilités et on est sur un radeau. Ce qu'il faut conclure, puisque nous avons un temps limité, moi je vais ajouter une dernière chose.
Le cyberpunk, c'est quelque chose qui a existé par phase. Ça a cartonné dans les années 90, ça s'est étouffé dans les années 2000, et c'est revenu de plus en plus fort, mais par la petite porte, à signal faible. Et maintenant, ça recommence à s'imposer. Disséminé par-ci par-là. Ouais. Je vais participer à la conclusion. Je pense que c'est aussi une question de pessimisme et de peur, de fantasme et de peur des populations via l'actualité. On est dans cette logique du technochoc que Pondsmith aborde dans Cyberpunk, avec des technologies qui nous rattrapent et qui nous dépassent, qui remettent notre identité, notre humanité en question, qui va tous nous foutre au chômage, et qui nous emmènera encore, voilà, on ne sait pas trop où. Et j'ai la sensation qu'en effet, l'ensemble de ces peurs, elles sont cristallisées finalement dans ce genre, et c'est la raison pour laquelle, en effet, ouais, il revient de plus en plus fort. Absolument. Alors, j'ai une vague idée de l'endroit où on va, mais c'est pas très vendeur. Euh, je dirais simplement que les auteurs de Cyberpunk ont dû lire avec beaucoup d'attention les limites de la croissance, le fameux rapport qui date du début des années 1970, qui explique que notre société n'est pas soutenable et qu'elle va partir au fond du trou. Et que les gens Et, sont en train de s'en rendre compte, ils en prennent conscience lentement, ils se rendent compte que le cauchemar, que tout ce que les emmerdeurs de service leur ont dit pendant des années, c'est en train de s'accomplir. Je pense qu'il y a de quoi douter très facilement de son propre jugement, premièrement, et que deuxièmement, il y a de quoi être terrifié. Et je et, comprends je, cette terreur. et je suis d'accord avec toi. Et je pense on va arrêter là-dessus. Sur ces bonnes paroles, c'était le premier épisode, donc il y en aura pas mal, il y en aura plusieurs derrière. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner. Vous connaissez l'histoire avec les réseaux sociaux. Les petits pouces, les abos, tout ça, tout ça. Prochain épisode, on vous le communiquera rapidement.